Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3112 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 9 novembre, avec les résultats de la veille. On commence tout d'abord en Ligue 1. Il y avait Olympique de Marseille contre l'AG Auxerre. Et surprise, parce que l'équipe promue, l'équipe de l'AG Auxerre, s'est imposée 3-1 du côté du Vélodrome. Donc Sinayoko Perrin et Junior Traoré ont été les trois buteurs. A noter que les trois buts ont été inscrits en première période. Il y avait 3-0 pour l'AG Auxerre à la mi-temps. Lors de cette rencontre, ça avait été le même résultat. La mi-temps, lors du dernier match de l'OM à domicile, où ça avait été un 3-0 pour le PSG. Donc Greenwood a marqué un but en deuxième période, un but sur penalty, mais voilà, le mal est fait. L'Olympique de Marseille battu à domicile. Donc ça, bien sûr, c'est une catastrophe du côté de l'OM qui vise, bien sûr, je ne sais pas s'il vise le titre, mais voilà, vu ce que faisait Marseille en début de saison, on pouvait penser qu'il pouvait potentiellement gêner le Paris Saint-Germain. On peut dire qu'il commence à être totalement décroché par rapport à Paris, cette équipe marseillaise. Donc voici les statistiques. Pourtant, Marseille a eu quoi faire lors de ce match. 74% de possession de balle, 19 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but marqué. L'AG Auxerre a eu beaucoup moins de fois le ballon, 26% de possession de balle, 9 tirs de moins, mais 1 tir cadré de plus que l'Olympique de Marseille. Et plus efficace surtout que l'Olympique de Marseille. Et du coup, l'AG Auxerre s'impose 3-1. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc le 2h bid par rapport au vide actuellement du côté de Marseille. Pour leur premier match à domicile depuis le fiasco du classique 3-0 il y a 2 semaines. 2h bid et ses joueurs ont pris une nouvelle claque face à l'AG Auxerre parce que personne s'y attendait bien sûr à cette défaite. Les supporters voulaient une réaction. Après ils avaient réagi par rapport à Nantes, ils avaient gagné 2-1. Mais là ils voulaient renchaîner bien sûr avec une victoire avant de partir tous en trêve. Puis voilà, c'est défaite. Donc cette défaite fait très mal. Bien sûr du côté de Marseille, c'est que l'OM est malade à domicile et c'est que ça date pas que de cette année. Souvent, Marseille galère lors des matchs à domicile et à l'extérieur, ça va plutôt bien. Donc les 3 dernières rencontres au Vélodrome, c'est seulement 1 point pris. Pourtant, en plus, tu as joué quand même 2 promus. C'est avec le PSG. Le PSG, c'est toujours compliqué. Ils ont pris 3-0, ok. Mais contre Auxerre et Angers, normalement, c'est 6 points. Tu gagnes les 2 matchs, ça te fait 6 points. Voilà, pas mal. Donc là, ils ont pris seulement 1 point contre Angers, équipe promue également. Donc AG Auxerre, ils ont perdu 3-1. Et le PSG, ils ont perdu 3-0. Donc la 16e équipe de Ligue 1 à domicile sur 18. Surtout quand tu es au Vélodrome. Je sais pas, il y a peut-être trop de pression de la part des supporters marseillais pour l'équipe. Et du coup, il déjoue cette équipe de l'OM à domicile, c'est fou. Et donc là, c'est sur les 3 derniers matchs. Mais si on revient sur les 5 premiers matchs à domicile, en gros, de Marseille, c'est seulement une victoire. Ils ont gagné seulement contre Nice, 2-0. Sinon, il y a 2 matchs nuls et 2 défaites. Il y a plus de défaites que de victoires à domicile. Seulement une victoire en 5 matchs pour Marseille à domicile. C'est une catastrophe totale. L'OM a encaissé 3 buts lors de ses 2 dernières premières mi-temps jouées au Vélodrome. Donc 3-0 hier à la mi-temps. Il y a eu 3 score final. Et 3-0 contre le PSG également à la mi-temps. On se souvient, il y avait beaucoup de supporters de l'OM qui avaient quitté le stade. Donc quel est le problème ? Je sais pas. Il y a un gros souci. Marseille démarre très mal les matchs et se plombe directement. Parce que quand tu prends autant de buts en première période à domicile, c'est qu'il y a un gros souci. Et pour la première fois de l'histoire, un promu mène 3-0 au Vélodrome à la mi-temps. Parce que du côté de Paris, c'était peut-être déjà arrivé, mais qu'un promu mène 3-0 à la mi-temps à Marseille, c'était du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 1. Roberto De Zerbi, qu'est-ce qu'il pense de tout ça ? Si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. Il a dit vraiment pour aider l'équipe si c'est pas le coach qu'il faut. Pourtant, tout le monde pense que c'est le coach qu'il faut. Du côté de l'OM, tout le monde est un peu convaincu depuis le début de saison. Mais il a dit, donc lui, il est prêt à partir, démissionner, même demander aucun argent d'indemnité de licenciement, de démissionnement. Par rapport à ça, il a dit, je suis prêt à partir de cette équipe et laisser l'argent si je suis le problème. Laisser l'argent, c'est dire qu'il est prêt à demander rien à Marseille et quitter le club pour amener un nouveau coach, peut-être qui ira mieux à Marseille. Donc je l'ai dit à Longoria et Benatia, la responsabilité est la mienne, je n'arrive pas à donner à mes joueurs ce que vous attendez, je n'arrive pas à leur donner ce que le Vélodrome attend. Et ce que le Vélodrome attend, c'est du jeu, c'est surtout des points pris, des victoires, des buts marqués. Et sur les 2 derniers matchs à domicile, c'est seulement 1 but marqué pour 6 buts concédés et surtout 2 défaites. Rabiot, les gars, après ce OM Auxerre, il a dit les sifflets sont mérités parce que bien sûr, l'Olympique de Marseille a reçu beaucoup de sifflets à la mi-temps et à la fin du match. À la mi-temps, il y avait 3-0, puis à la fin du match, t'as marqué, mais t'as quand même perdu le match. Donc c'est une prestation indigne de l'Olympique de Marseille. On n'a pas les mêmes ambitions, c'est pas normal. Auxerre est là pour jouer le maintien, nous. Le titre, la Ligue des Champions, on doit travailler dans les têtes. On a beaucoup de jeunes, oui, peut-être tout ça, mais voilà. Nous, ce qu'on retient, c'est grosses défaites de l'Olympique de Marseille. Quant à Merlin aussi, on ne représente pas l'OM, on est indigne du club. C'est vrai, c'est que les joueurs peuvent tous regarder dans une glace et dire qu'on fait n'importe quoi. Oui, t'as pas le droit de te faire corriger comme ça contre un promu, en plus devant
ton public. On va parler de Greenwood, donc actuellement, parce que lui, buteur Greenwood, c'est peut-être la seule satisfaction de la soirée, c'est que de nouveau il a marqué. Et actuellement, c'est le co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec 8 buts avec Bradley Barcola, c'est les deux meilleurs buteurs, Greenwood et Barcola. Et tiens, une question qu'on peut se poser aussi du côté de Marseille, l'OM doit-il réintégrer Chancel Mbamba dans son effectif, ce joueur qui est mis de côté depuis le début de saison. Désormais, il est arrivé, il a dit bon, on peut pas le vendre tout ça, on le garde, mais voilà, il jouera jamais. Voilà. En tout cas, la saison dernière, moi, ce que je retiens de Chancel Mbamba, c'est qu'il tenait la baraque en défense. Et je pense qu'il manque beaucoup. Et oui, voilà, si on doit répondre à cette question d'ActuFoot, oui, l'Olympique de Marseille de Zerbi doit mettre son ego de côté et réintroduire bien sûr Mbamba, qui est bien meilleur que certains défenseurs de l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce qu'on va dire sur l'OM. On va juste parler quand même côté AG Auxerre. L'AGA en forme olympique, parce qu'une victoire 3-1 à Marseille, c'est quand même exceptionnel. Et surtout, l'AG Auxerre, les quelques matchs depuis le début de saison, c'est pas mal. Dimanche dernier, ils ont posé un 4-0 à Rennes. Ils ont mis un 3-0 à Brest, qui joue quand même la Ligue des Champions, qui n'a toujours pas perdu après 4 matchs. Donc ils ont gagné l'OM, ils ont gagné aussi Nice lors de la première journée 2-1. Voilà, donc pour l'instant, les gros, ils arrivent souvent à les gêner, cette équipe bourguignonne. Et le trio d'attaque d'Auxerre en première mi-temps face à l'OM, donc Sinayoko, donc buteur et passeur D, Gaëtan Perrin, buteur et passeur D, et Ahmed Traoré, un joueur prêté, ce joueur je crois qu'il est prêté par une équipe de première ligue, donc un but. Voilà, donc vraiment très prolifique, on peut dire, ce trio d'attaque du côté d'Auxerre. Et juste pour finir sur ce match, on a appris également que Ambre Godillon, victime d'un jet de projectile lors de OM Auxerre. Donc, celle qu'il a dit à la fin du match, la journaliste de DAZN, Ambre Godillon, s'est dite choquée après avoir reçu un projectile sur la tête ce soir au Vélodrome. C'était à la mi-temps, on l'a reçu, je ne sais pas, est-ce que c'est un briquet, est-ce que c'est autre chose, mais en plein visage, enfin sur la tête. Donc, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Voilà ce qu'elle va dire sur ce match d'hier et voilà, grosse déception du côté de Marseille. Le programme aujourd'hui avec 3 rencontres en Ligue 1, Strasbourg-Monaco, très belle affiche. Voilà, parce que c'est toujours compliqué d'aller chercher des points à Strasbourg et c'est Monaco qui se déplace. Il y aura aussi un beau Lens-Nantes et ce soir Angers reçoit le Paris Saint-Germain qui devra repartir sur une belle série de matchs en Ligue 1 parce qu'en Ligue des Champions on sait que c'est compliqué pour l'équipe parisienne. Très rapidement on va parler aussi de la Ligue 2, il y avait quelques rencontres hier et Rodez a mis une correction à Annecy 5-1 pour l'équipe de Rodez. Félicitations à cette équipe. On peut voir aussi la belle victoire importante de Dunkerque 1-0 du côté de Grenoble et la belle victoire aussi de 3. 3 on se souvient en début de saison ils enchaînaient défaite sur défaite, je crois les 5 premiers matchs avaient été que des défaites et depuis quelques semaines ils prennent pas mal de points, 3. Ils sont imposés 3-0 chez le premier Red Star hier. Les autres résultats, Amiens-Martigues, il y a eu un partout. Ou par exemple, Laval contre Bastia, ça s'est fini à 2 partout. La victoire de l'AS Ajaccio, 2-0 contre Clermont. Donc aujourd'hui, le leader, le Paris FC, se déplace à Pau à 14h. Lorient-Guingamp, 14h également ce soir. Ça sera l'équipe de Metz qui recevra l'équipe de Caen. Pas de match lundi, parce que lundi c'est la trêve, on va dire, internationale. Et au classement, juste le top 5 avec la victoire de Dunkerque, j'ai dit ils sont imposés 1-0 à Grenoble. Et Dunkerque est actuellement deuxième quand même de la Ligue 2. Avec un match de plus sur Lorient, que s'ils gagnent Lorient aujourd'hui, ils repasseront devant Dunkerque. Voilà, Dunkerque actuellement, ce serait une équipe qui monterait en Ligue 1. Bon, il reste encore beaucoup de matchs avant la fin de la saison. On continue, on prend la direction aussi de l'Espagne. Il y avait un match hier, le Rayo Vallecano contre Las Palmas. Et c'est Las Palmas qui s'est imposé 3-1 lors de cette rencontre de Liga. Pourtant, Vallecano, j'ai pas vu le match, mais a plutôt dominé. Quand je vois quand même 35 tirs, c'est rare. Voilà, quand les équipes déjà atteignent les 20 tirs dans une rencontre, c'est pas mal. Là, 35 tirs, 7 tirs cadrés, 1 but, 35 tirs et eu seulement un but marqué. C'est dommage, alors que Las Palmas c'est 11 tirs, donc 3 fois main, il y a eu 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, aucun arrêt du gardien de Rayo Vallecano. Et du coup, comme je dis, le plus important c'est au-dessus, là, c'est mettre les ballons au fond des filets. Et c'est Las Palmas qui a réalisé la très bonne opération aujourd'hui au programme. Le Real Madrid contre Osasuna à 14h avec une réaction, on espère, du Real Madrid qui reste sur 2 défaites d'affilée. Donc de nouveau un match à domicile pour Madrid. Donc Villarreal à Alaves, donc l'Espagnol Barcelone contre Valence, le match est reporté par rapport à Valence. Que les joueurs ne pensent pas du tout actuellement à jouer un match de football, même si ce n'est pas Valence le match, c'est à Barcelone, parce que c'est l'Espagnol Barcelone. Voilà, le match est reporté à une date ultérieure. Il y aura aussi un Leganés FC Séville ce soir à 21h. Du côté de la Serie A, il y avait une rencontre hier. Lecce contre l'équipe d'Empoli, ça s'est fini à un partout. Donc Pierotti et Pellegrini ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Voici les statistiques du match. Noté aujourd'hui, Venise-Parma à 15h, Cagliari AC Milan 18h et la Juventus Turin contre le Torino. C'est un derby, Juventus Turin contre Torino qui est dans la ville de Turin. Ça sera 20h45 ce soir. Du côté de l'Allemagne, il y avait également un match hier, donc Union Berlin contre Fribourg 0-0.
pas grand chose à dire lors de cette rencontre. Mais aujourd'hui au programme des belles affiches, hein. Leverkusen se déplace à Bochum, donc il y aura Dortmund qui se déplace à Mayence, le Bayern Munich du côté de St. Pauli, ou par exemple cette belle affiche, le RB Leipzig contre l'équipe de Gladbach ce soir à 18h30. Du côté de la Première Ligue, il n'y a pas eu de match hier, mais il y a des gros matchs aujourd'hui. Donc voici le gros programme. Donc Liverpool-Aston Villa qui est la grosse affiche, en plus c'est 21h. Souvent il n'y a pas de match le samedi à 21h, là il y a cette grosse affiche là. Donc City se déplace à Brighton, hein. City qui reste sur, je crois, 2 défaites d'affilée. Ils doivent réagir, hein. Aujourd'hui à Brighton, c'est toujours compliqué. Il y aura Wolverhampton, Southampton ou par exemple Crystal Palace contre l'équipe de Fulham. On quitte l'Europe, direction l'Arabie Saoudite. Il y avait également quelques rencontres du championnat saoudien comme l'équipe de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo qui jouait hier soir du côté de Al Riyad. Et victoire 1-0 d'Al Nasser. Sadio Mané, l'unique buteur du match, juste avant la mi-temps. On peut voir les stats de la partie. Ils ont dominé 17 tirs, 10 tirs cadrés pour Al Nasser et un but marqué, 9 arrêts comme du gardien de Al Riyad. Il y avait l'équipe aussi de Al Hilal, l'équipe, le gros morceau on va dire, du côté du championnat saoudien, contre Al Ettifaq, l'équipe entraînée par Steven Gerrard. Et Al Hilal s'est imposé 3-1 avec encore Mitrovic, buteur. Il a marqué un triplé lors du dernier match. De nouveau encore buteur. Malcolm a également marqué un ancien joueur de Bordeaux, même du FC Barcelone. Donc voici les stats de la partie. Il y avait l'équipe aussi de Al Ahly où joue par exemple Riyad Mahrez. Ils se sont imposés 2-0, on va dire les gros se sont imposés hier, les 3 grosses équipes saoudiennes au classement. Ça donne quoi? Ça donne ça, ça donne que Al Hilal a toujours un point d'avance sur l'équipe de Al Ittihad. Voilà, on peut voir c'est serré, hein. Puis après il y a un creux, on passe de 28-27 à 22 pour l'équipe de Ronaldo, l'équipe de Al Nasser. On continue, on va parler de toute autre chose, on va parler du Ballon d'Or. Vous dites mais Ballon d'Or on sait qui c'est, voilà, c'est Rodri, oui bien sûr c'est lui. Et le Ballon d'Or ça fait déjà 2 semaines, hein. Et aujourd'hui on connaît en gros tout, on connaît les points pris par joueur. Les journalistes ont voté pour quel joueur. Tout a été sorti aujourd'hui dans le journal France Football. Et du coup, le top 10 complet du Ballon d'Or. Et seulement 41 points séparent Rodri de Vini Junior. Donc Rodri 1170 points et Vini 1129 points. Ça s'est joué à rien. Donc en gros, chaque journaliste dans le monde votait. Ils avaient un top 10. Donc le premier prenait 15 points, le deuxième 10 points. Donc voilà, ça s'est joué à rien. C'est genre rien tout simplement, on peut voir le reste, hein, de ce top 10, le nombre de points pris. Et comme je dis, 41 c'est le nombre de points séparant Rodri et Vini Junior, hein, c'est peu selon le nouveau barème qui attribue pour les journalistes 15 points aux joueurs cités à la première place. De plus, le Brésilien n'est pas dans le top 10 de seulement 3 fois, contre 5 fois pour l'Espagnol, hein, qui est en dehors du top 10, alors que Vini seulement 3 fois, mais c'est bien Rodri qui a été souvent plus en première position, donc qui prend plus de points et du coup qui finit Ballon d'Or. Donc voilà, Rodri a été placé 49 fois à la première place du Ballon d'Or et Vini seulement 35 fois, enfin c'est déjà pas mal, mais voilà. Il y a quand même 14 fois d'écart où un finit premier, l'autre finit deuxième ou voire une autre place et c'est ce qui fait la différence, hein. Et du coup, voici tous les pays, les journalistes des pays qui ont voté pour Rodri en première position. Je ne vais pas tous citer, mais par exemple, c'est par ordre alphabétique, hein. Donc le journaliste allemand, anglais, autrichien, canadien, chinois, gabonais, finlandais, américain ou même irlandais ou même, polonais, Pays-Bas, Monténégro ou même Ukraine ou Venezuela. Voilà, je prie vraiment sur au pif. Donc tous ces journalistes de chaque pays là ont mis Rodri à la première position, hein, du Ballon d'Or, hein. Et concernant Vini, les pays qui ont voté pour Vini, enfin les journalistes, hein, donc il y a le Burkina Faso, il y a le Brésil bien sûr, il y a la Belgique, il y a la journaliste français, le journaliste espagnol, hein, qui a mis le journaliste espagnol quand même Vini devant Rodri qui est espagnol, le journaliste japonais, de la Guinée, de la Suisse, de la Turquie, du Qatar, de la RDC ou même du Panama. Voilà, donc tous ceux qui ont voté. Donc là on peut voir qu'il y en a plus bien sûr pour Rodri, tout ça, que bien sûr Vini. Voilà, donc ça s'est joué à ça, hein. Donc quelques journalistes. Voilà, on prend quelques-uns. Tiens, un journaliste français, Vincent Garcia au Ballon d'Or, hein, donc Vini en première position, Rodri deuxième et Jude Bellingham troisième, hein. Donc Mbappé a été à la 4e position. Le journaliste portugais Antonio Tadea a placé Mbappé et Vitinha dans son top 10. Donc Vitinha parce que peut-être il est portugais, puis vu que c'était le journaliste portugais, il l'a mis quand même à la 8e position. Il a mis Mbappé 9e, il a mis Rodri, Kroos et Bellingham aux 3 premières positions. Vini seulement 5e, tu vois, ça, c'est des points où 5e tu prends peut-être seulement 4 ou 5 points, alors que là Rodri en a pris 15. Voilà, donc tout ça font qu'à la fin, ça fait 41 points d'écart. Donc le journaliste espagnol, comme j'ai dit, hein, il a voté pour Vini en première position et Rodri deuxième, alors qu'il est espagnol. Chacun vote comme il veut. Donc Mbappé, on peut voir qu'il a été 7e, mais il a mis pas mal d'Espagnols comme Carvajal, Lamine Yamal ou même Grimaldo. À la 10e position, le journaliste palestinien Mohamed Iraki avait placé 2 Français dans ce top 10 au Ballon d'Or, Mbappé et Saliba, qu'il a mis quand même à la 8e position. Bon, après Saliba finit, je crois, aux alentours de la 27e position au classement final. Mais voilà, ce classement
classement dominé par Rodri, Vini et Jude Bellingham. Bon, c'est souvent à peu près les mêmes, bien sûr, qui finissent dans le trio de tête. Donc le journaliste turc, donc l'a mis Vini, Rodri, Sananoglu, un joueur turc, il l'a mis sur le podium avec je sais pas, tiens, Lamine Yamal à la 8e position. Le journaliste sénégalais Idrissa Sané, donc lui il a mis Vini premier, Bellingham deuxième et Rodri à la 3e position. Pas d'Mbappé, dans le top 10 pour le journaliste sénégalais. Le journaliste du Trinité et Tobago, donc Lautaro Martinez, c'est vrai qu'il aurait pu finir Ballon d'Or au vu de ce qu'il a gagné. Bon, il a fini 7e au ballon, en classement final. Voilà, il était en première position, il avait pris le maximum de points avec ce journaliste slave. Rodri 2e et Vini à la 3e position. On peut voir Cole Palmer quand même à la 8e position. Là du côté du journaliste équatorien, donc Kroos, Vini, Nico Williams, 3e position, Mbappé tiens à la 4e position. Le journaliste nigérian, donc il a mis Lookman, genre nigérian en première position, pourquoi pas, avec Vini 2e et Jude Bellingham à la 3e position. Concernant le journaliste du Bahreïn, voilà, Vini, Mbappé, Haaland, à noter que Rodri absent du top 10. J'ai dit que Rodri a été absent, je crois, je sais plus combien de fois, 9 et... je ne sais plus combien de fois on a parlé tout à l'heure. Voilà, par exemple, avec ce journaliste-là, il n'a même pas mis Rodri. Rodri a pris 0 points avec le journaliste du Bahreïn. Le journaliste coréen, donc il a mis Haaland en première position, Mbappé, Harry Kane en 3e position. Le journaliste de la Bolivie, donc il a mis Vini, Mbappé, Bellingham, Rodri également absent du top 10 avec ce journaliste de la Bolivie. Et seul un journaliste a voté avec Kylian Mbappé en tête, en première position. C'est le journaliste de la Côte d'Ivoire. Il a mis Mbappé, Vini, Rodri. Voilà, le journaliste ivoirien Adam Khalil. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire bien sûr par rapport à ces votes. Et du coup, comme j'ai dit, quand tu finis premier 15 points, deuxième, je crois que c'est d'être 12 ou 10 points, après 8 points, après voilà, tu comprends. Et du coup, ça s'est joué à rien. Et c'est vrai que cette photo reflète aussi bien ce qui s'est passé. Donc voilà, Vini sur le vélo, puis Bellingham et Carvalho, en gros il s'est mis des bâtons dans les roues. C'est-à-dire en gros que les votes ont été dispatchés, parce que peut-être si Vini il a fait une grosse saison dernière, mais Bellingham aussi et Carvalho aussi. Donc du coup ça fait qu'eux aussi ont pris beaucoup de points alors qu'ils jouent dans la même équipe, parce que Bellingham a atteint quand même aussi la finale de l'Euro avec l'Angleterre. Carvalho a gagné l'Euro, donc il y a aussi beaucoup de journalistes qui ont voté, qu'on donnait des points à Bellingham et Carvalho par rapport à ça. Et du coup, tous ces points pris par Bellingham et Carvalho, c'est des points au moins pour Vini Junior. Et peut-être ça aurait fait la différence. C'est un peu comme l'équipe de France en 2018, où les joueurs de l'équipe de France n'ont pas, aucun joueur a gagné le ballon d'or. C'est Modric, parce qu'en gros, il y avait pas mal de joueurs de l'équipe de France aussi dans le top 10. Pas mal de votes ont été dispatchés entre les joueurs de l'équipe de France. Et du coup, c'est Modric qui s'en est bien sorti, parce que lui, il a été le vainqueur du ballon d'or. Ça a été la même chose cette année. Voilà, les votes ont été dispatchés, du coup ça fait pas du tout les affaires de Vini Junior. Et 3 journalistes n'ont pas mis Vini dans leur top 10, donc le journaliste de la Finlande, du Salvador et de la Namibie. Pas de Vini dans le top 10 du Ballon d'Or. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le Ballon d'Or. On passe aussi sur le Trophée Copa. Donc Trophée Copa, ceux qui votaient, c'est les derniers Ballons d'Or. Donc Messi, Ronaldo, Modric, voilà, Benzema, voilà, c'est Ronaldo, tout ça, Kaka. Et du coup, le détail des votes, c'est Lamine Yamal. Et là, il n'y a pas eu de débat. Là, il a tout écrasé. 113 points et après Arda Güler, 26 points. Voilà, donc là, on savait bien sûr que c'était lui. Et logiquement, il a remporté ce prix. Donc Zé Emery, par exemple, 3 points. Voilà, parce que vu que c'est un joueur français. Mathys Tel également 3 points. Un autre joueur français. Donc voilà, Lamine Yamal a écrasé, on peut dire, ce vote. Et tiens, par exemple, le vote de Léo Messi pour le trophée Copa, Lamine Yamal en première position devant Cubarsi, Garnacho 3e. Le vote de Benzema, Ballon d'Or également. Donc il a le droit de voter. Donc Lamine Yamal premier, Arda Güler 2e, Alejandro Garnacho 3e. Lamine Yamal aussi pour Modric. Je crois que tout le monde, je ne sais pas si un joueur en gros a mis Lamine Yamal 2e. Donc tous les derniers Ballons d'Or ont mis Lamine Yamal en première position. Donc Güler et Garnacho. Modric il a pu voter bien sûr. Même si Arda Güler est son coéquipier au Real, il a mis quand même Lamine Yamal, qui a été meilleur, on va dire, qu'Arda Güler saison dernière. Le vote Yamassi à Ronaldo, R9, les gars, il a mis Savigno en joueur première position, Lamine Yamal 2e. Par rapport à son vote, et Kaka, donc lui il a mis Lamine Yamal, Arda Güler et Kobbie Mainoo à la 3e position. Concernant le détail des votes par rapport au prix du meilleur entraîneur homme et femme, donc Ancelotti, voilà, Ancelotti 118 points, et quand même on pensait que ça allait être serré avec Xabi Alonso qui a fait une saison quand même exceptionnelle. Non, il y a quand même beaucoup de points d'écart entre le premier et le deuxième. Et Luis de la Fuente à la 3e position. Et on peut voir du côté de meilleur entraîneur d'une équipe féminine, c'est Emma Hayes qui a remporté bien sûr ce prix. Le détail des votes aussi pour le trophée Yashin du meilleur gardien, donc là aussi là, il y a peu, on a eu 276 pour Martinez et 213 pour Unai Simon, le gardien espagnol qui a gagné par exemple l'Euro avec sa sélection. Et du côté du détail des Ballons d'Or, pour le Ballon d'Or féminin, donc là c'est pas comme le Ballon d'Or homme, il y a eu seulement 41 points d'écart, là il y a eu à peu près au moins 300 points d'écart entre la première Bonne Mati et Hansen.
une joueuse également du Barça. Bon, Parallelo, c'est également une joueuse du Barça, 3 joueurs du FC Barcelone, mais voilà, bonne matière écrasée, on va dire, ce ballon d'or qu'elle a remporté pour la deuxième fois d'affilée. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, parce qu'aujourd'hui c'est sorti sur France Football. Vous pouvez acheter un France Football si vous voulez voir tous les votes des pays qu'ils ont voté pour le ballon d'or. J'en ai présenté là quelques-uns. On continue, on va parler maintenant de la trêve internationale, parce qu'aujourd'hui on est samedi, demain on est dimanche, mais après-demain c'est la trêve pendant un peu moins de 15 jours. Et officielle la liste de la sélection italienne pour la prochaine trêve internationale. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc Donnarumma est bien sûr présent, Maldini, Retegui, Fratesi, Barella ou même je sais pas, Di Lorenzo. J'ai pris des joueurs au pif bien sûr. Donc voilà, ils sont présents pour les 2 prochains matchs. Donc il y aura un match contre l'équipe de France et un match contre la Belgique pour la sélection italienne. Officielle la liste aussi du Portugal pour la prochaine trêve internationale. Donc l'ancien Marseillais Nuno Tavares est appelé pour la première fois. Tavares qui reste quand même sur 9 matchs toute compétition confondue avec la Lazio, et ben lui passe D, il a été appelé pour la première fois du côté du Portugal, c'est mérité pour lui. Donc les autres joueurs sont là, comme Nuno Mendes, bien sûr il est présent, João Neves il est là, Vitinha en tant que joueur bien sûr du PSG, Félix et bien sûr Cristiano Ronaldo est de nouveau encore présent dans cette liste du Portugal. Du côté de la Turquie, donc avec Arda Güler présent, le jeune joueur du Real Madrid qui aura là du temps de jeu, il a pas mal de temps de jeu en sélection, il est bien présent bien sûr, le jeune madrilène. Du côté de l'Espagne, donc pour les 2 prochains matchs, il y aura un Espagne-Danemark et un Espagne-Suisse. Voici tous les joueurs appelés. Et à noter un petit nouveau, en plein milieu, tout en bas, Marc Casado. Et voilà, auteur de belles performances avec le Barça, Marc Casado est appelé pour la première fois en sélection espagnole. La Masia, c'est une folie. Encore un joueur de la Masia, le centre de formation du Barça, qu'intègre, on va dire, le groupe pro de l'Espagne. Petite info, les gars, il y a encore 4 mois, c'était le capitaine de l'équipe B du Barça. Il a montré ses preuves en équipe première. Et voilà, maintenant c'est un titulaire quasiment indiscutable. Tu ne peux pas le sortir du 11 tellement qu'il est bon, Casado. Et il est appelé logiquement du côté de l'Espagne. Donc Lamine Yamal bien sûr présent. Je ne sais pas qui est. Donc Nico Williams, Aymeric Laporte, Cucurella ou même Grimaldo sont tous présents bien sûr. Du côté de l'Espagne, et Fabien Ruiz, le joueur du PSG, est aussi présent. Et aucun joueur comme du Real Madrid n'est sélectionné avec la sélection espagnole. La première fois depuis 2021. Ça faisait 3 ans qu'il y avait toujours au moins un joueur. Mais là, souvent le joueur qui était appelé, c'était Carvajal, qui est souvent appelé en Espagne. Mais là, Carvajal est blessé jusqu'à fin de saison, donc du coup, il n'y a pas de Vasquez, il n'y a pas d'autres joueurs. Il y avait Joselu aussi qui était souvent appelé saison dernière, il n'est plus au Real, donc du coup, pas de joueur du Real Madrid du côté de la sélection espagnole. Et tiens, en parlant du Real Madrid, parce qu'il joue tout à l'heure à 14h, jeudi contre Osasuna, et ben voici le groupe convoqué, avec quasiment tout le monde est là, par les blessés de longue date, comme Alaba qui est blessé depuis décembre dernier, ça va bientôt faire un an. Donc sinon, Tchouaméni aussi qui est forfait pendant un mois. Sinon, Vini, Mbappé, Rodrigo, même Modric ou même Camavinga sont tous présents bien sûr pour ce match. À noter qu'il y a R. Asensio, donc c'est un défenseur de l'équipe B qui a introduit en équipe première. Voilà, peut-être qu'il aura un peu de temps de jeu aujourd'hui. On ne sait pas, on verra. Et Ancelotti pense avoir trouvé la solution au problème du Real Madrid, parce que le Real a actuellement un gros problème, c'est défensif. Donc les 2 derniers matchs, c'est 7 buts pris, même sur les 3 derniers matchs, et même 9 buts pris pour le Real Madrid. Et du coup, il a dit, nous pensons avoir trouvé la solution, mais pour l'instant, c'est une théorie, elle sera confirmée demain. Donc il a dit la conférence de presse hier, donc demain, c'est maintenant aujourd'hui, elle sera confirmée aujourd'hui que l'équipe va mieux. On a hâte de voir ce que ça va donner cet après-midi à 14h. Contre Osasuna, Ancelotti révèle aussi vouloir gagner la Ligue des Champions dans son nouveau format. Avant de prendre ma retraite, je veux la gagner, cette LDC, nouveau format. Je suis un entraîneur qui veut toujours atteindre le sommet. Je ne pense pas être le meilleur entraîneur des 30 dernières années. J'ai accompli beaucoup de choses, mais il y a des entraîneurs qui ont accompli plus que moi. Ferguson, Guardiola, Valéry Lobanovski. Bon, je ne connais pas, certainement un très grand entraîneur dans le passé. Mais voilà, il dit que c'est un très bon entraîneur, mais pas le meilleur entraîneur, on peut dire, sur les 30 dernières années. Et Ancelotti raconte aussi la blague faite à son effectif. La nouvelle génération, une maladie, l'addiction au téléphone, que ce soit les joueurs du Real Madrid ou même, je pense, tout le monde. Et voilà, le téléphone, c'est une obsession. Il a dit un jour, pour plaisanter, j'ai dit, j'en ai marre de vous voir avec vos portables dans les vestiaires. Je ne veux plus jamais en voir dans le vestiaire. Donc les joueurs m'ont demandé si je rigolais. Je leur ai dit non, je suis très sérieux et je suis parti. Les joueurs se sont dit, voilà, si on ne peut plus regarder nos téléphones, c'est un souci. Après l'entraînement, le capitaine est venu dans mon bureau. Vous ne pouvez pas faire ça, cela ne peut pas arriver. Donc voilà ce qu'il a dit, même le capitaine, donc ça peut-être, je sais pas, peut-être Carvajal ou c'était l'année dernière, j'en sais rien, un autre joueur, je sais pas, qui est parti voir Ancelotti dire non, vous pouvez pas nous interdire de regarder notre téléphone. Voilà, c'était juste une blague qu'il avait fait, mais que tout le monde a pris au sérieux du côté du Real, là, pour montrer l'addiction au téléphone. Donc que ça soit les joueurs du Real ou même, je pense, n'importe qui, bien sûr, dans le monde, et quand même.
enfin obsédé on peut dire par son téléphone. Toujours avec Ancelotti, un joueur ne gagnera pas le Ballon d'Or grâce à ses sacrifices, à son professionnalisme ou son sérieux. Le talent est génétique, je ne peux pas fabriquer le talent de Vini par exemple. Voilà. Donc, et Ancelotti aussi admet la méforme aussi d'Mbappé. Il a été questionné par rapport à Mbappé, tout ça. Il a dit il vit un moment difficile. Je suis convaincu qu'il sortira par le haut de cette période. On espère, voilà, pour Kylian Mbappé. Et aussi quelqu'un lui a dit vous avez vu, Deschamps n'a pas convoqué Kylian Mbappé en équipe de France. Il a dit donc c'est la décision de Deschamps et je n'ai pas le droit de la juger. Je ne me permets pas de la faire parce que lui il est entraîneur du Real et voilà s'il est appelé ou non, c'est pas son. Lui il n'a rien à voir avec s'il est appelé ou non avec l'équipe de France. Il a dit que voilà, c'est la décision de Deschamps. Il n'a rien à dire. Carlo Ancelotti. Et Romain Molina, vous savez, ce journaliste, je ne sais pas si c'est un journaliste ou un youtubeur, j'en sais rien, mais souvent il envoie des infos croustillantes. Et hier, il a sorti quelques infos. Donc il affirme Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. On voit ça déjà en titre, on se dit qu'est-ce que c'est que ça, c'est le capitaine, il ne veut plus revenir. Donc le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot, notamment de la presse française qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus. Le journaliste assume certains articles orientés dans la presse. La situation a atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir venir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Le groupe des Bleus commence à avoir du mal aussi avec Kylian Mbappé. Mike Mignon, le gardien, pas le seul joueur, mais lui en particulier, on aurait marre de certains passes droits accordés à Kylian Mbappé. Ce n'est pas une énorme tension, mais des non-dits qui commencent à exister également en club pour le joueur. Aussi du côté du Real, ça commence à être un petit peu chaud pour Kylian. Donc Deschamps espère calmer les tensions avec une potentielle meilleure situation au Real Madrid et rappeler Mbappé dans quelques mois. C'est vrai que peut-être la prochaine trêve, donc là il y en a une là, prochaine trêve c'est au mois de mars. On ne sait pas, peut-être au mois de mars, les gars, Mbappé aura marqué depuis 30 buts où il aura retrouvé sa version prime, où là il n'y aura aucun débat, il sera très fort. Donc là Deschamps peut-être pourrait le rappeler là, mais là actuellement il n'a pas voulu l'appeler parce qu'il est dans une période très compliquée, Kylian Mbappé, puis il pense en gros qu'il n'aurait pas apporté à l'équipe de France lors des 2 prochains matchs. Et toujours avec Romain Molina, et depuis 2 ans, plus personne n'a peur de Kylian Mbappé lors des oppositions aux entraînements en équipe de France. Vous savez, les petits matchs fin d'entraînement. Beaucoup expliquent cela par un manque de travail. Il y a quelques années, personne ne voulait l'affronter lors des matchs d'entraînement. Maintenant, voilà, tu as Mbappé en face, c'est pas grave parce que c'est un joueur que tu sais, en gros, que tu peux arrêter parce que tu connais en gros son jeu. Et arrête de faire ta princesse, les mots de certains joueurs de l'équipe de France adressés à Kylian Mbappé qui ont marre des privilèges et des passes droits, dont profite le capitaine des Bleus, voilà, d'après Romain Molina, parce que c'est que Mbappé, voilà, par exemple, la dernière trêve, il a dit moi j'ai pas envie de venir, voilà, donc il n'était pas venu. Par exemple, un autre joueur, j'en sais rien, je sais pas, on pourrait prendre qui, Christopher Nkunku, il aurait fait ça lors la dernière trêve, au mois de novembre, on aurait dit voilà, c'est fini, Deschamps ne va plus jamais le rappeler. Voilà, donc il y a un peu des passes droits, on peut dire qu'il a Mbappé et que voilà, ça passe pas trop auprès du vestiaire français. Et Molina toujours avec ses grosses révélations qu'il a envoyées. Donc les joueurs en ont marre de Didier Deschamps et ils attendent tous Zinedine Zidane en choisissant le tout Mbappé, parce que Deschamps il mise tout sur Kylian Mbappé. Deschamps s'est mis d'autres gens à dos, voilà, de tout donner à Kylian Mbappé. Et voilà. Et surtout les joueurs de l'équipe de France attendent, et je pense aussi les supporters de l'équipe de France attendent maintenant du renouveau et Zizou en tant que sélectionneur. Voilà ce qu'elle va dire sur Romain Molina, tout ça, et sur Mbappé qui est actuellement vraiment dans la tourmente totale. Le Cup, donc le collectif Ultra Paris ne pourra plus se rendre au Parc des Princes en dehors des jours de match. Donc suite à la réunion initiée par le ministère de l'Intérieur en rapport avec le tifo Free Palestine, je dis qu'il a beaucoup fait jaser du côté de Paris. Donc cette semaine, cette décision a été prise d'après RMC Sport. Le PSG va réfléchir à la mise en place d'une procédure de contrôle des tifos afin de garantir l'absence de messages à caractère politique dans l'enceinte, parce que ça a beaucoup fait parler, parce que c'est un tifo politique en gros. Puis ça, voilà, le PSG, enfin même l'UEFA, ils acceptent pas trop. Donc du coup, même regardez, il n'y aura plus de tifo même au Parc des Princes en 2024. Jusqu'à la fin d'année, il n'y aura plus de tifo pour tous les prochains matchs. Voilà, décision du club. Ça pourrait revenir en 2025, mais là, il n'y aura plus de gros tifos fait jusqu'à la fin d'année. Et Luis Enrique, qui en conférence de presse avant le match ce soir contre l'équipe d'Angers, revient sur sa déclaration après PSG Atlético. Il a dit « Je le sors d'où cet attaquant ?» Parce qu'un journaliste, il a dit « Oui, il faudrait prendre un nouvel attaquant. » Il a dit « Je le sors où cet attaquant ?» Il a dit « J'ai dit ça, moi, oui, tu as bien dit ça. Je ne me plains jamais des joueurs que je n'ai pas. Et non, je ne manque pas de joueurs. » Il dit que pour l'instant, il n'a pas besoin de numéro 9. Nous ne paierons pas des prix exorbitants pour recruter. L'objectif, c'est de nous débloquer par nous-mêmes. Nous avons des ressources, mais il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton on-off. Même si notre situation est délicate en Ligue des Champions, nous avons des solutions.
Voilà, je sais pas, peut-être pour marquer des buts, parce que tu crées des occasions, c'est bien, mais marquer des buts, là, c'est un autre problème en LDC. En Ligue 1, on sait que ça va bien. Voilà, il dit qu'il y a des solutions. Bah, pour l'instant, on a l'impression que les solutions, tu as vite fait le tour. Hein. Oui, peut-être Gonzalo Ramos qui va revenir de blessure, ça peut être une solution. Et notre mentalité, il a dit les émotions absorbent tout. Hein. L'idéal serait de ne pas avoir de conférences de presse après les matchs, parce que lui, il a dit, hein, il déteste faire des conférences de presse, et surtout les conférences de presse quand il perd des matchs, où il est critiqué, tout ça, il n'aime pas ça, mais bon, voilà, il est obligé de faire les conférences de presse, c'est dans son contrat. Il y a un attaquant cet hiver, hein, je n'ai besoin d'aucun joueur. Voilà, il dit qu'il a déjà ce qu'il faut à Paris. Voilà, il faudrait que maintenant il marque hein, ses attaquants, voilà, on va dire surtout en Champions League. Et concernant le match de ce soir, donc William Pacho, le défenseur équatorien, sera absent face à Angers. Donc en accord avec la direction sportive et le staff technique, Pacho a été autorisé à voyager vers l'Équateur hier avant de rejoindre sa sélection. Donc en gros, il est déjà en Équateur là actuellement. Donc s'il est en Équateur, c'est que ce soir il n'est pas à Paris, il n'est pas à Angers pour le match Angers-Paris Saint-Germain. Donc il ne sera pas présent pour la rencontre. Officiel, Leonardo Jardim est le nouvel entraîneur de l'équipe de Al 1. Al 1 qui a pris une grosse correction. Je crois qu'ils ont pris un 5-1 contre Al Nasser en début de semaine. C'était un match de Ligue des Champions asiatiques et du coup l'entraîneur a été viré. Al 1, n'oubliez pas, c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions asiatiques la saison dernière. Donc là, ils ont pris une sacrée correction, ça y est, ils ont changé de coach et c'est l'ancien coach de Monaco qui devient coach de cette équipe. On va parler du match entre l'équipe de France et l'équipe d'Israël qui est prévu dans 5 jours. Donc là on est samedi, c'est jeudi prochain, ça sera au Stade de France. Entre 70 et 90 supporters israéliens officiels devraient faire le déplacement pour France-Israël jeudi prochain au Stade de France. Donc plus de 2500 gendarmes mobiles ou policiers devraient être réquisitionnés pour cette rencontre classée à très haut risque. Donc ils seront escortés de bout en bout par les forces de l'ordre. Ils ne seront jamais bien sûr avec le reste de la foule, c'est 90, c'est cette centaine de supporters israéliens. Ils seront escortés du début jusqu'à la fin, dès leur départ quand ils retourneront en Israël. Et pour le match France-Israël, donc voilà, d'après l'équipe, c'est pas encore sûr, hein, donc ça devrait se jouer devant entre 15 000 et 20 000 spectateurs jeudi prochain. Seulement, n'oubliez pas que le Stade de France, capacité au moins 80 000 places. Donc en gros, tout l'étage du haut et le deuxième étage devraient être fermés. Il n'y aura que l'étage du bas. Donc ça sera la plus faible affluence de l'histoire du Stade de France pour un match des Bleus. Donc il y a plus de demandes, bien sûr. Hein. Mais voilà, ils mettent une jauge basse pour éviter peut-être des débordements. Hein. Donc voilà, concernant ce match de jeudi prochain. Officiel, Chris Wood est élu joueur du mois d'octobre en Première Ligue. Félicitations à lui, c'est l'attaquant Nottingham Forest. J'avais beaucoup parlé ces dernières semaines parce qu'il fait que de marquer. Hein. Cet attaquant de la Nouvelle-Zélande. Hein. Donc félicitations à lui, il a joué quand même 3 matchs, 4 buts. Voilà, donc première fois de sa carrière bien évidemment qu'il est élu un joueur du mois. Donc félicitations à lui. Et le meilleur entraîneur c'est Nuno Espirito Santo, le coach de Nottingham Forest, où joue par exemple Chris Wood, parce qu'oubliez pas que Nottingham Forest avant cette journée de Première Ligue est quand même 3e, ils sont sur le podium actuellement de la Première Ligue. Et voilà, logiquement, bien sûr, c'est lui qui a été récompensé. Par rapport au plus beau but du dernier mois, du mois d'octobre, hein, c'est le but de Nicolas Jackson face à Newcastle, a été élu plus beau but du mois d'octobre en Première Ligue. Hein. Et le plus bel arrêt, parce que aussi le plus bel arrêt qui est élu, hein, c'est l'arrêt de Robert Sanchez qui remporte le prix du meilleur arrêt du mois en PL. C'était avec l'équipe de Chelsea. Voilà. Officiel, première sélection pour Job Bellingham avec l'Angleterre U21, donc le petit frère de Jude avec l'équipe première. Mais Job, la première fois qu'il appelait avec les espoirs. Avant, il était souvent avec l'équipe U20 ou les catégories encore plus jeunes. Donc là, U21, c'est les espoirs. Donc voilà, félicitations à Job Bellingham qui joue du côté de Sunderland en 2e division. Le club arménien de Noah sur X, donc sur Twitter, après sa défaite 8-0, il a dit, on a parlé hier, 8-0 pour Chelsea, voilà, lors d'un match d'Europa Conference League, donc l'équipe d'Arménie nous a sorti un communiqué. Qu'est-ce que vous attendiez contre l'une des meilleures équipes du monde qui ne devrait pas être en Conference League, bien sûr, vous jouez plutôt la Ligue des Champions, hein, et dont la valeur de l'effectif est 124 fois plus importante que la nôtre. L'équipe de Chelsea coûte 124 fois plus que l'équipe de Noah. Bon, après, c'est pour ça qu'il dit qu'ils ont pris un 8-0. Après, de temps en temps, les gars, il y a des matchs comme ça totalement déséquilibrés. Puis des fois, il y a des surprises. Bon, là, il n'y a pas eu de surprise. Il y a eu, écrasement, hein, bien sûr, de Chelsea avec ce gros score. Officiel, Amin Adli prolonge jusqu'en 2028 du côté du Bayer Leverkusen. Hein. Félicitations à cet ancien joueur, je crois, de Toulouse, hein, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Il prolonge du côté du Bayer. Carlo Ancelotti a testé Ferland Mendy au milieu de terrain à l'entraînement. C'était hier l'entraînement, parce qu'aujourd'hui, pas l'entraînement. Il y a un match tout à l'heure à 14h. Et hier, il est testé en milieu de terrain. Ce qui jouera en milieu de terrain aujourd'hui, j'en sais rien. Mais voilà, concernant Ferland Mendy. On va parler d'Ednaldo Rodriguez, dément les rumeurs d'un intérêt du Brésil pour Pep Guardiola. Je sais que Guardiola est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, hein, mais nous n'avons pas cherché à le recruter. L'entraîneur de l'équipe nationale est Dorival Junior. Donc Ednaldo Rodriguez,
c'est le président de la fédération brésilienne de football. Hein. Donc il a dit que pour l'instant c'est Dorival Junior, le coach. Hein. Et voilà, pour l'instant il n'y a pas de Guardiola. N'oubliez pas que Guardiola est en fin de contrat en fin de saison. Et c'est vrai qu'on se dit peut-être à un an de la Coupe du Monde en 2026, pourquoi pas prendre le Brésil pour Guardiola. Voilà, ça pourrait peut-être être un gros coup réalisé par la sélection brésilienne. Tiens, un autre entraîneur, c'est José Mourinho qui souhaite devenir le nouvel entraîneur de Newcastle. Le Special One échange régulièrement avec le président des Magpies. Il aimerait déjà revenir en première ligue, parce qu'actuellement il entraîne en Turquie, hein, du côté du Fenerbahçe, mais lui ça lui manque, hein, bien sûr, le championnat anglais. Et voilà, il aimerait être l'entraîneur de Newcastle, on verra. Officiel, Mikel Olise est élu joueur du mois en Bundesliga, donc 2 buts en 3 matchs, hein, pour l'international français. Félicitations bien sûr à Mikel Olise. Officiel, Diogo Jota devrait faire son retour sur le terrain après la trêve internationale, là, donc d'ici 2 semaines. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, pour Liverpool, qui est déjà très impressionnant avec leur attaque, hein, avec Salah, Luis Diaz et Cody Gakpo. Et là tu as rajouté un Jota qui va venir compléter cette attaque. Hein. On va parler aussi d'un retour, c'est Luke Shaw qui a de retour à l'entraînement collectif de Manchester United. L'international anglais était éloigné du terrain durant 3 mois. Les 3 derniers mois, il n'a plus joué. Et là, de retour à l'entraînement collectif, comme Lenny Yoro aussi, qui a repris l'entraînement collectif, hein, du côté de Manchester United. C'était il y a déjà un an, jour pour jour, la victoire historique de Toulouse contre Liverpool. C'était il y a un an, c'était le 9 novembre l'année dernière. 3-2 en Ligue Europa. L'un des plus beaux succès d'un club français en Coupe d'Europe, hein, sur ces dernières années. Voilà. Ils avaient fait une magnifique victoire, même si ça avait été un Liverpool très remanié avec quasiment l'équipe B alignée. Bref, Toulouse avait quand même gagné le match 3-2. Le LOSC serait prêt à vendre Jonathan David cet hiver entre 15 et 20 millions d'euros. Pour rappel, l'attaquant prolifique lillois sera en fin de contrat l'été prochain. Lille essaie de convaincre son buteur de prolonger. Donc ils essaient de le prolonger, mais on pense qu'il ne va pas prolonger. En gros, Lille va essayer potentiellement peut-être de le vendre en janvier pour éviter qu'il parte libre, hein, pour 0 euros. Vaut mieux peut-être le vendre 20 millions là en janvier, je serai à la Juventus, je ne prends plus parce que je sais que la Juve est intéressée, que de le voir partir libre. Mais bon, il l'aurait pas pour la deuxième partie de saison, bien sûr, Lille. Mais voilà, après le but ultime, c'est essayer de le prolonger. Et on ne pense pas que le joueur prolongera. Pierre Sage annonce le derby de demain. Demain, Lyon contre Saint-Etienne. C'est un match très important pour nous, notre club et notre ville. Nous serons les dignes représentants de tout ce monde. Hein. Il faut faire en sorte que l'on soit plus de 11, hein, avec un peuple complet face à un autre, avec l'idée de faire un grand match demain lors de ce Lyon AS Saint-Etienne. Et Alexandre Lacazette lance le derby, il est en conférence de presse. Hein. Le verre, c'est interdit à la maison. Quelqu'un lui a dit, est-ce que vous avez du verre chez vous? Non, il a dit, c'est interdit le verre, du côté du domicile d'Alexandre Lacazette. Francesco Camarda, 16 ans, sera titulaire aujourd'hui avec l'AC Milan à 18h jeudi à Milan Cagliari. Et il va jouer. Hein. Le jeune Italien remplacera Morata, absent suite à un choc à la tête à l'entraînement. Hier, j'ai dit que Morata blessé à l'entraînement. Et du coup, Morata, qui avait été buteur contre le Real, mardi dernier en Ligue des Champions, il ne pourra pas jouer. Et ça sera le jeune de Camarda qui remplacera tout simplement Morata. Et tiens, en parlant de Morata, il donne des nouvelles rassurantes sur son compte Instagram après son choc à la tête. C'est jeudi matin. C'est blessé à la tête en gros. Morata, il a dit, je suis à la maison. Mille merci pour tous vos messages. Merci à toutes les personnes qui travaillent dans cette merveilleuse société pour qu'elles se sentent toujours bien. Forza Milan. Donc voilà, mes forfaits aujourd'hui, Morata. Voilà, pour le match de l'AC Milan sera remplacé par Camarda. Et tiens, on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.